Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre conférence de presse. Je me présente, je suis Annie Leblanc-Levesque et j'agirai à titre de maîtresse de cérémonie pour la rencontre d'aujourd'hui. Aux journalistes présents, merci de vous être déplacés. À ceux qui n'ont pu être ici, nous avons fourni un lien Teams dans lequel ils peuvent voir et entendre la conférence et où ils peuvent ensuite poser leurs questions s'il y a lieu. To journalists present, thank you for coming. For those of you who couldn't make it, we've provided a Teams link where you can see and hear the conference and then ask any questions you may have. Nos présentateurs d'aujourd'hui sont Camille Thériault, président et chef de la direction d'UNI, et Éric Saint-Pierre, vice-président finance. À la suite de la présentation de M. Thériault et Saint-Pierre, nous ouvrirons la période de questions. Vous serez alors invités à poser une question et une sous-question à tour de rôle. Nous débuterons par les journalistes présents dans la salle et ensuite par ceux sur Teams. Following Mr. Thériault and Mr. Saint-Pierre's presentation, we will open the floor to questions. You will then be invited to ask a question and a sub-question. We'll start with the media in the room, followed by the ones on Teams. L'essentiel de la conférence se passera en français, mais sentez-vous libre de poser vos questions en anglais. Most of the news conference will be held in French, but feel free to ask your questions in English, and we will answer as such. Je reviendrai donc au moment de la période des questions. À vous, M. Thériault. Merci, Annie. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président du Conseil d'administration, membres du Conseil d'administration et employés d'UNI, merci d'être là on this beautiful Thursday or Friday afternoon, sorry. Like Annie said, the majority of my remarks will also be in French, but quite able and willing to answer any questions in the language of your choice. Donc, on ne peut pas dire que l'année 2023 a été... Ah, mauvaise page, je commence pas bien. Nous sommes heureux de prendre un moment avec vous pour clore l'année 2023 et de vous parler d'avenir. Avant de débuter, rappelons qu'UNI, avec ses 87 années d'expérience, a toujours été près des familles, des entrepreneurs, des communautés acadiennes et francophones, les aidant à concrétiser leurs rêves et leurs ambitions. Son importance dans la société acadienne est incontestable. Comme vous l'avez constaté, nous n'avons pas commenté les résultats du rapport annuel avant cette rencontre, par égard à nos membres. Chaque année, le rapport annuel est publié 21 jours avant l'Assemblée pour rencontrer les exigences réglementaires et aussi permettre aux membres d'en prendre connaissance. On peut dire que 2023 a été une année marquée par des défis, des transformations significatives pour notre coopérative financière. Le lancement de notre plateforme technologique a été une transformation complexe qui a demandé beaucoup d'efforts et de contraintes pour nos employés, engendrant également beaucoup de stress à nos membres, particuliers et entreprises. Je ne nommerai pas la longue liste d'irritants vécus par les membres, vous les connaissez tous. Nous sommes conscients des désagréments causés et que l'ampleur de la tâche, à toute évidence, était sous-estimée. La gestion de la crise et la communication avec nos membres a connu des failles. Comme le président du Conseil le rappelle dans son message au rapport annuel, ce changement technologique était nécessaire car notre ancien fournisseur, Desjardins, ne pouvait plus nous offrir un service personnalisé nous permettant de conserver notre identité. Les états financiers reflètent des résultats déficitaires. Ça, c'est une photo de 2023, démontrant qu'UNI aussi a fait des investissements massifs et des dépenses importantes. Ces mêmes états financiers démontrent au bilan quand même la solidité du capital et une liquidité enviable, ce qui veut dire qu'UNI avait les moyens de faire ces changements et d'investir dans son avenir. Cette période de turbulence nous rappelle qu'il est crucial, dans de telles circonstances, de demeurer présent et transparent avec les membres. Il ne faut pas craindre de commettre des erreurs. L'important, c'est d'apprendre. C'est ainsi que toute entreprise, même UNI,
grandissent et deviennent plus fortes. La transition permet déjà de développer des expertises de pointe au sein de nos équipes, ici même au Nouveau-Brunswick. Et cette année même, le conseil d'administration a fait un appel de candidature complémentaire d'experts en janvier pour rehausser eux aussi leur expertise. Leurs candidatures seront proposées aux membres à l'Assemblée de demain. Nous avons choisi de ne pas faire trop de changements drastiques sur la plateforme, d'y aller judicieusement pour éviter une courbe de changement trop grande à nos membres. Le service n'est pas encore à la hauteur des standards que nos membres sont en droit de recevoir. On y travaille. Vous savez, l'expérience membre continuellement va s'améliorer, comme dans les autres entreprises. Le virage technologique présente plusieurs avantages, dont une indépendance stratégique, une autonomie décisionnelle menant à des opportunités de croissance. Il est également crucial que nos pratiques évoluent vers une culture d'innovation. C'est un défi que toute institution financière devra inévitablement surmonter, devenir agile et innovante, tout en opérant dans un cadre complexe, réglementaire et sécurisé. J'ai d'ailleurs rencontré la semaine dernière quelques institutions financières qui observent UNI avec beaucoup d'intérêt, ce qui me fait dire que nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes aussi conscients que la jeunesse représente une source dynamique et prometteur pour l'avenir, et j'annoncerai d'ailleurs prochainement un sommet jeunesse pour aller à leur rencontre, les écouter, leurs rêves et leurs ambitions, et surtout aussi leurs préoccupations. Nous avons aussi mandaté une personne pour nous aider à mieux développer notre service aux nouveaux arrivants. L'Acadie s'enrichit de plus en plus de personnes venues de partout dans le monde, et on doit bien comprendre leurs besoins. Chez UNI, nos employés sont originaires de différents continents. On s'adapte à eux et eux à nous. Ça, c'est très stimulant. Notre engagement envers notre communauté est une force de notre mouvement coopératif de 87 ans. Imaginez-vous un instant que les organismes, les festivals, les fondations à bien des personnes, les écoles, les équipes sportives, la culture, les arts et j'en passe ne puissent plus compter sur le 2,4 millions de dollars remis à chaque année par notre coopérative financière. Ce n'est pas un déficit d'une année qui va nous empêcher d'être présents dans nos communautés. Évidemment, nous ne remettrons pas de ristournes individuelles puisqu'elles sont basées sur les résultats. UNI est plus généreuse en aide collective que l'ensemble des banques sur notre territoire. C'est ça la force coopérative, en plus de fournir plus de 1 000 emplois partout dans la province. Choisir UNI comme institution financière, c'est contribuer chaque jour à nos communautés. C'est, à mon avis, un choix qui compte vraiment. Au décembre 2023, nous avions 184 400 membres et clients. 4 000 membres nous ont quittés et nous avons eu un gain de nouveaux clients qui fait en sorte que le net est une diminution de 2 800 membres et clients. Évidemment, nous ne souhaitons jamais voir partir un membre, surtout lorsque c'est de notre faute. C'est quand même 184 400 membres et clients qui continuent à faire leurs affaires avec nous. UNI est là à les aider à concrétiser leurs rêves. Notre regard doit aussi se porter vers eux. En conclusion, les défis que nous avons relevés cette année ont été nombreux. Nous avons maintenu le cap et nous sommes prêts à saisir les occasions qui se présentent devant nous. Notre travail de stabilisation est bien entamé et j'ai recommandé, comme vous le savez déjà, au conseil d'administration d'amorcer le processus pour trouver le prochain leader. Je suis convaincu que le conseil saura trouver la personne idéale au poste de président et chef de la direction pour propulser UNI encore plus loin. Comme vous le savez, je porte UNI dans mon cœur et je serai là tant qu'UNI aura besoin de moi. Quand on m'a approché pour prendre les rênes, en pleine turbulence, ma décision s'est prise lorsque je me suis rappelé de mon profond attachement et mon admiration pour les employés. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour servir les membres depuis juillet 2023. Je les remercie sincèrement.
Bien sûr, c'est leur travail, mais j'ai retrouvé des personnes fatiguées et parfois même démotivées. Mon travail, avant tout, était de redonner confiance aux équipes et j'espère que mission a été accomplie. Aujourd'hui, je crois que nous sommes solidaires et engagés, comme jamais auparavant, à consolider la confiance que les membres nous accordent. Je me permettrai de finir avant de souligner et de dire un mot pour mon ami Pierre-Marcel Desjardins, président du conseil d'administration, qui présidera sa dernière assemblée annuelle demain. Je tiens à lui exprimer toute ma gratitude à Pierre-Marcel pour son engagement et sa collaboration indéfectible. Là, je te vois. Depuis 1995, il a contribué d'une manière significative à notre coopérative financière, débutant à la Caisse populaire de Saint-Anselme et devenant président du conseil d'administration d'UNI. Et permettez-moi de juste sortir une minute et de dire à Pierre-Marcel, c'est grâce à ton engagement, ta vision, si on a créé UNI. Et pour ça, le mouvement coopératif te sera toujours reconnaissant. Merci beaucoup. Pierre-Marcel, tu vas nous manquer et nous sommes extrêmement reconnaissants de ton travail autant que coopérateur. Je termine aujourd'hui en vous disant s'il y a une chose à retenir, une chose seulement, c'est qu'UNI est solide financièrement. Nous sommes dans une posture enviable. Notre liquidité est à 211% en rapport à la réglementation de crise et nous avons 4,2 milliards de dollars en dépôt. Oui, on a fait un déficit en 2023. Rappelons-nous que dans les 10 dernières années, après avoir fait ce déficit cette année, dans les 10 années auparavant, nous avions fait 200 millions de dollars de surplus. Donc, on pouvait se permettre ceci. On ne regrette vraiment la tourmente, mais on ne regrette pas la décision d'aller dans la direction qu'on a été et l'investissement majeur qu'on a fait pour garantir un futur plus pertinent pour notre coopérative UNI. Donc, les membres et les clients peuvent dormir sur leurs deux oreilles. UNI est solide. Et encore plus important, nous avons su apprendre de l'année 2023. Nous savons que nous ne pouvons jamais prendre rien pour acquis. Nous devons continuer à travailler avec diligence, avec confiance, pour s'assurer que nous continuons à desservir nos membres comme ils le méritent, parce que c'est, après tout, leur coopérative. Donc, merci à tous et à toi, Éric. Merci, Camille. Bonjour tout le monde. Les états financiers de l'année 2023 sont disponibles depuis déjà quelques semaines sur notre site. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sommaire de la situation financière. Premièrement, démontrer l'impact de notre solidité financière, comment UNI est solide, puis vous parler aussi de tout l'impact de la transition et des coûts de la conversion du système bancaire. Premièrement, ici, on peut voir le volume d'affaires total. UNI a 9,5 milliards de volume d'affaires dans son bilan et éléments hors bilan. Ceci, ça se compose par des prêts, des dépôts de nos membres, puis des fonds mutuels. 9,5 milliards, c'est assez incroyable qu'on a pu maintenir ce niveau-là dans la période de transition, alors que le volume s'est maintenu stable d'année en année. Le portefeuille de prêts continue à croître. On a 94 millions de plus de prêts sur notre bilan qu'on en avait l'année d'avant. Le portefeuille de fonds mutuels a continué sa croissance, alors qu'on a eu une décroissance au niveau de nos dépôts des membres de l'ordre de 1,7 %. Le bilan demeure très solide. La contribution de nos membres est encore au rendez-vous, alors qu'on a encore 9,5 milliards de volume d'affaires total dans notre bilan. Le marché est en constante évolution, alors qu'il y a eu énormément de hausses de taux ces 2 dernières années. Ceci a eu pour effet de changer le comportement des membres et clients partout au Canada. Dans l'industrie bancaire, le comportement des membres a changé alors que l'utilisation de la liquidité est différente.
les gens qui avaient des surplus dans les comptes chèques, des surplus d'épargne, ont utilisé ces fonds-là pour faire de l'achat, éviter de financer ou faire des prêts, ou de rembourser certains financements parce que les taux sont beaucoup plus hauts. Ça se voit partout au Canada, puis on a vécu la même tendance. Fait que ça explique une partie de la diminution de nos dépôts. L'autre partie étant évidemment des sorties de membres. Camille l'a mentionné, on a 4 000 membres qui sont sortis dans la dernière année. On a eu des sorties de dépôts pour environ à peu près 70 millions de sorties de dépôts spécifiquement dues à des gens qui ont sorti de l'épargne, qui ont transféré de l'épargne ailleurs. La balance est vraiment due au changement de comportement. Fait que la diminution totale de 1,7 %, on parle d'un volume total de 145 millions de dépôts qui sont sortis. On le voit clairement dans les graphiques où est-ce que la tendance a été différente à partir du mois de juillet, puis cette tendance-là s'est poursuivie pour le reste de l'année. On voit déjà des changements, puis une amélioration à ces ratios-là, mais c'est l'effet que la conversion a eu sur le portefeuille de nos dépôts. Au niveau des résultats financiers, c'est une perte financière, une perte d'exploitation de 3,7 millions. Une perte financière, c'est des résultats où est-ce que c'est qu'on a engendré des dépenses non récurrentes, des dépenses quand même assez élevées, où est-ce qu'à peu près 15 millions de plus de dépenses suite à tous les éléments de la conversion ont dû être engagés pour du support de ressources, du support de consultants, des revenus qu'on n'a pas pu générer, différents types de transactions qui n'ont pas pu être chargées, et la somme de tout ça, c'est des dépenses additionnelles qu'on a dû absorber durant l'année 2023 pour supporter aussi le travail des employés sur le terrain. La situation nous amène à une perte financière de 3,7 millions dans l'année. Ensuite, on a des résultats globaux de l'exercice. Ici, c'est la suite des résultats. On voit des variations, quand même une perte de 1,7 million. C'est l'effet direct ou la variation qu'on a connue sur notre capital. La baisse du capital a baissé de 1,678 millions. Puis ça, ici, c'est des variations de valeur marchande sur des placements, sur des produits dérivés et nos impôts. C'est ce qui explique cette variation-là. Mais l'effet net ou l'effet de toute l'année financière 2023 est une baisse de 1,7 million de notre capital. L'actif total sur le bilan est encore de 5,3 milliards. Une certaine baisse d'année en année, quand même une centaine de milliers de millions, excusez-moi, de dollars. Mais cette baisse-là provient surtout de la sortie des dépôts qu'on a connus. C'est ça l'explication principale de l'actif total. Liquidité et placement. Comme organisation, pour être solide, on se doit d'avoir de la liquidité, on se doit d'avoir du capital. Ce sont les deux éléments qui vont nous permettre de continuer le développement, continuer d'investir, puis qui démontrent la solidité financière de l'organisation. On a encore 600 millions de liquidités dans notre bilan. Le ratio est à 211 %, qui est le double des standards réglementaires au niveau des standards de liquidité. La liquidité n'est pas un défi. On a même de la capacité d'augmenter nos ratios de liquidité au besoin. La liquidité est encore au rendez-vous, puis elle est présente. Fait qu'on a la capacité d'investir, capacité de faire les projets qu'UNI veut faire pour le futur. Puis l'autre élément est le capital. Le capital aussi, c'est l'avoir accumulé au fil des ans, où est-ce qu'on a bâti une source de capital de 473 millions, presque 474, une légère baisse de 1,7 million, qui est vraiment la perte nette globale qu'on a connue dans l'année, qui a fait baisser les résultats. Mais il y a encore 474 millions de capital qui nous permet encore d'investir, de continuer notre transformation et de faire du développement d'affaires pour les années futures. Fait que quand on parle de solidité financière, c'est le bilan, c'est le capital, c'est la liquidité. C'est vraiment là qu'on va retrouver la solidité financière de l'organisation, puis si elle a la rein assez solide pour se transformer puis poursuivre son développement d'affaires. Ensuite, les coûts de la plateforme. Globalement, la plateforme a coûté 140 millions d'investissements répartis sur les 3 dernières années. C'est l'investissement qu'on a fait pour avoir un outil, d'avoir un système qui va fonctionner pour les 30 prochaines années, puis c'est l'investissement dans la transformation du système bancaire. Cet investissement-là, il y en a déjà 45 qui sont passés à la dépense dans les 3 dernières années. Puis, on en a 95 millions qui sont dans notre bilan, qui font partie de nos actifs. C'est notre investissement dans la plateforme qu'on va amortir sur les 15 prochaines années à la hauteur d'une dépense de 7 millions dans nos états financiers pour les prochaines années, qui est une dépense d'amortissement qu'on va retrouver dans nos livres.
C'est ça le coût de cette transformation-là. Pour une organisation de notre taille qui a 5,3 milliards d'actifs, c'est le coût nécessaire pour avoir une plateforme fonctionnelle pour le long terme pour être en mesure de faire fonctionner une organisation financière de notre taille. C'est ça la hauteur de notre investissement pour cette transformation-là. Puis j'aimerais conclure sur nos résultats financiers. La perte financière, lorsqu'on la met en contexte d'une perte financière de 3,7 millions, ça rejoint un peu ce que Camille a mentionné tout à l'heure. Juste dans les 5 dernières années, on a dégagé ou on a généré au-dessus de 100 millions de profits dans les 5 années précédentes. C'est ce qui est venu accumuler puis augmenter notre capital, qui nous permet de réinvestir, puis qui nous permet d'avoir la capacité financière qu'on a aujourd'hui. Les résultats financiers, c'est une photo de l'année qu'on a connue. Maintenant, on reset à zéro, on repart à zéro avec la capacité finalement de dégager des profits pour le futur puis d'investir dans le futur. C'est notre capacité financière est au rendez-vous. Puis maintenant, c'est à nous de faire les projets puis de réinvestir aux bons endroits pour s'assurer que Univote prospère et rentable dans les années à venir. Ça conclut. Donc, pour la suite, j'invite les médias à poser leurs questions à Camille et Éric. Je vous inviterai, on va commencer par les journalistes dans la salle. Je vous inviterai à nommer votre nom et le média pour lequel vous travaillez. Puis, par la suite, on ira voir les journalistes sur Teams s'il y a des questions de ce côté-là. Donc, la parole est à vous. Globalement, il y a 70 millions de sorties de fonds. Et ces 4 000-là, mais d'autres gens qui ont pu juste transférer une partie de leurs avoirs ou une partie de leurs fonds. C'est 70 millions l'impact direct de cette conversion-là à partir du mois de juillet. Vous pouvez, oui, on a un micro. Excusez-moi, je n'avais pas mémorisé les règles, désolé. Oui, excusez-moi, j'aimerais... Donc, la sous-question, c'est ça? Ma sous-question, en fait, j'aimerais vous entendre sur le développement des expertises de pointe. Donc, de quoi on parle spécifiquement, puis où étaient les failles, dans le fond, dans la transition? Où étaient les failles? Quelles expertises vous voulez développer? Qu'est-ce que vous voulez corriger, dans le fond, spécifiquement? Si on peut commencer dès le début, et pour quelqu'un qui est arrivé sur le tas après le 10 de juillet, je crois que la première chose, le système, après réflexion, c'est un bon système bancaire. C'est du système que d'autres grandes institutions financières se servent. Je parle des Goldman Sachs à New York, c'est pas des petites. J'arrive d'une conférence avec mon VP TI la semaine dernière, puis où est-ce qu'il y a plusieurs autres grandes banques américaines dans les îles Caraïbes qui gardent au même système que nous avons, que les gens sont même un peu émerveillés qu'une petite organisation comme la nôtre, de 5 milliards d'actifs, a pu commencer à zéro et implanter un système comme qu'on l'a fait à l'intérieur de 9 mois. Je crois que pour moi, de l'extérieur et qui est arrivé après, la plus grande faille était qu'on n'était pas prêt à peser sur le piton. On n'avait encore peut-être pas fait assez de testing. On avait manqué, il y avait des secteurs qu'on avait manqué, que ce soit paiement, que ce soit d'autres activités qu'on avait besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier que Uni est devenu un manufacturier bancaire et non un distributeur de services de Desjardins. Donc ça, c'est la grosse différence. Pour qu'on puisse préserver notre identité, puisqu'on puisse de prendre des décisions nous-mêmes. Puis ça, ce n'est pas une décision qu'on avait peut-être réfléchi longuement, mais lorsque Desjardins ont approché, ils nous ont dit qu'on ne pouvait plus garder notre identité. Le Conseil a pris une décision
Et après, réflexion, quand je suis à l'intérieur, moi, je prends une bonne décision de faire qu'est-ce qui a été fait. L'implantation, la communication a connu des failles, mais puis ça a causé un stress immense, à la fois sur les employés et à la fois sur les membres. Mais je dirais, après 9-10 mois du 10 juillet, 11 mois du 10 juillet, ça va mieux. Les lignes sont moins longues. Les employés comprennent mieux le système. Les membres comprennent mieux le portail. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Est-ce qu'on est où est-ce que les membres veulent que l'on soit? D'après moi, non. Mais il y a une chose que je vous dis aujourd'hui, que je vais répéter demain et que je répète. Si UNI veut être pertinent, il va falloir qu'on soit innovateur et agile. Parce que le monde financier change, puis change vite. Puis il faut qu'on continue à décider, UNI, comme on l'a fait pendant les 87 dernières années, si on veut être des suiveux ou des innovateurs. Et UNI, tout au long de notre histoire, on a été reconnus comme étant des innovateurs. Et moi, je dis qu'on est positionné aujourd'hui, UNI, pour pouvoir être aussi pertinent dans les prochaines années qu'on l'a été dans les 87 dernières années. Une vie n'est pas définie par une année. Une entreprise qui existe depuis 87 ans ne doit pas être définie par une mauvaise année. Parce qu'imaginons-nous l'Acadie sans UNI. Et si on pense à qu'est-ce qui pourrait être l'Acadie sans UNI, ça m'énerve. Ça me fait vraiment pas bien dormir des nuits. Et c'est pour ça que j'ai félicité dans mes notes les employés. Ils ont porté UNI sur le bout de leurs bras. Puis que les membres qu'on a encore aujourd'hui, 184 000 membres et clients qui font confiance à UNI malgré toute cette tourmente-là. Je crois que malgré toute la misère, on devrait être fiers d'UNI. On devrait être fiers de qui on est. On devrait être fiers de nos employés. Puis on devrait surtout être fiers de l'attache qui existe entre les membres clients et son institution financière. Une autre question? Oui, Justin Dupuis, Radio-Canada. Je voulais savoir, vous avez mentionné qu'il y a eu une perte nette de 2800 membres, ça s'est traduit par des retraits de 70 millions. Pouvez-vous commenter comment vous allez remonter la pente? Est-ce que ça va être un impact dommageable à long terme? Eric va te donner les détails. Maintenant, ça ne va pas être un impact, d'après moi, à long terme. C'est une mauvaise année. Mais c'est une mauvaise année déficitaire, c'est une mauvaise année de perte de membres. Mais on regarde les résultats qui ne sont pas encore dévoilés au début de l'année. La tendance est déjà commencé à changer. On espère que nos résultats à la fin de cette année ne sont peut-être pas encore où est-ce qu'ils étaient avant cette transformation-là. Mais on est bien positionné. On est bien positionné pour les nouveaux systèmes bancaires. Lorsqu'on parle du open banking et de l'intelligence artificielle, c'est des mots qui ne sont pas vraiment connus encore, mais qui commencent juste. Mais nous autres, on est positionnés pour pouvoir se plancher là, dans ces systèmes-là. Mais Eric peut parler de là. Oui, bien, financièrement, c'est un peu un pas de recul d'un an. Où est-ce que c'est qu'on n'a pas eu de grande croissance dans la dernière année? Le développement d'affaires est nécessaire pour supporter aussi toute l'inflation, tous les coûts qui augmentent partout dans l'industrie. Je pense que c'est de renverser la vapeur dans les prochaines années, mais c'est un peu un pas de recul d'un an, je vous dirais, l'impact direct là, de ces pertes de volume d'affaires-là et de membres qu'on a connus dans la dernière année. Puis, de ce qui s'est suivi, je me demandais tout à l'heure, vous avez parlé des coûts de la plateforme, c'était 140 millions. Est-ce que ça, c'est pour la mise à jour qui s'en vient aussi? Puis, la mise à jour, on l'attend pour quand, en fait? Bien, les mises à jour, ils vont être en continu. On a des enveloppes de réservées dans nos projets spéciaux d'année en année, puis il va y en avoir constamment. Ça, c'est pour tous les frais pour mettre la plateforme en live et en fonctionnel. Puis c'est ça la valeur du 140 millions qu'on a eu les 3 dernières années. Là.
Le reste, ça va être des coûts récurrents qui font partie de nos dépenses d'exploitation puis nos frais réguliers qu'on va avoir pour les prochaines années. Là. Pascal Reichnock de Radio-Canada. Monsieur Thériault, chaque fois qu'il y a un déficit, que ce soit dans une coopérative ou une entreprise, il y a toujours la question de comment vous allez faire pour ramener ça dans l'encre noire. Est-ce qu'il y a des fermetures de points de service ou des mises à pied qui s'en viennent dans les prochains mois chez Uni? J'ai dit lorsque je suis arrivé que je ne voyais pas, pendant mon séjour ici, des fermetures de points de service. Mais le monde change vite. Puis le monde change à cause que les membres des autres changent leur manière de faire affaire. Comme vous avez vu dernièrement, Desjardins a annoncé la fermeture de 30% des points de service, 30% des guichets automatiques. Personne ne prend des décisions comme celle-là, à moins que les membres ne se servent pas des services. Puis en général, c'est ça qui arrive. Comme institution financière, il va toujours falloir se questionner. Il va falloir qu'on soit près de nos membres. Puis près de nos membres ne veut pas nécessairement dire, si tu demandes à un jeune, est-ce que Uni est près d'eux autres, ils vont te dire non. C'est eux autres, c'est la technologie qui compte. Donc, moi, je crois encore qu'il va falloir se questionner à avoir plus ou moins une combinaison de points de service qui sont sur place et une technologie plus novatrice comme celle-là qu'on est en train de mettre en place pour donner une possibilité de desservir les membres d'une manière intergénérationnelle, que les personnes plus âgées qui à la fin du mois sont plus confortables d'aller à la caisse. On va essayer de continuer à offrir ce service-là. Mais les jeunes qui veulent faire une transaction à 2 heures du matin, ils vont pouvoir le faire aussi. Donc, ce n'est pas discuté au moment où on se parle de la fermeture de points de service. Puis pour ce qui est du personnel, des employés, vous avez en ce moment à peu près 1000 employés chez Uni. Est-ce qu'il y a des compressions ou des réorganisations? Est-ce qu'il y a des personnes qui risquent de perdre leur emploi au cours des prochains mois? Moi, je dirais que non au cours des prochains mois, mais il va falloir là aussi que lorsqu'il y aura la réflexion sur le genre de réseau, le genre d'institution qu'on va devenir, il va y avoir des opportunités à travers les retraites, de mettre des programmes en place. Uni est non seulement une institution coopérative, mais on est une corporation avec un cœur. Donc, Uni prend toujours bien soin de ses employés. Et je ne verrai pas du jour au lendemain que Uni dit on met 500 personnes dehors, ou on va laisser toute la nouvelle plateforme technologique tout faire le travail. Non, Uni a un cœur, puis ça, j'espère que ça va rester. Mais de l'attrition, c'est... L'attrition, c'est possible, absolument. Absolument. Question? Damien Dauphin pour le Moniteur acadien. Vous avez dit le monde de la finance change vite. Puis vous avez parlé également de services aux nouveaux arrivants. Alors, vous avez une entité concurrente sur l'art humaine qui, en la matière, fait figure de championne, puisqu'elle offre le service dans au moins une dizaine de langues étrangères. Donc, j'aimerais savoir quels sont justement les services que vous comptez offrir aux nouveaux arrivants pour les rejoindre et les intégrer à votre clientèle. Je vais faire une petite analogie. De la même manière qu'il faut qu'on arrête de dire aux jeunes, surtout des personnes de mon âge, qu'est-ce qui est bon pour eux autres, il faut leur demander, mais il faut demander aux nouveaux arrivants qu'est-ce que d'autres vont avoir besoin. Quel service qu'ils vont avoir besoin, quel service qu'ils sont habitués d'avoir. Et c'est pour ça qu'on va faire un embauche d'une personne qui vient de l'extérieur, qui s'est établie dans la région, puis on espère de finaliser ça prochainement, qui va un peu nous guider. Mais on va aller rencontrer les organisations qui travaillent avec les nouveaux arrivants. Il faut qu'on arrête de penser qu'à cause on est gros en Acadie, qu'on connaît tout ce qui est mieux pour tout le monde. On est gros en Acadie, mais on est petit dans le monde financier. OK? Donc, c'est pour ça que moi, je vois le futur avec certainement plus de jeunes, avec une technologie qui va être beaucoup plus attrayante pour les jeunes, et aussi que lorsque les nouveaux arrivants arrivent, qu'ils pensent à quelqu'un d'autre que nos compétiteurs. Puis, pas faire de publicité, là, mais aucune
de ces institutions-là n'ont le système technologique que l'on a. Ça, c'est bon pour notre futur. Si je peux me permettre de rebondir sur la jeunesse, là, vous avez parlé d'un sommet jeunesse tout à l'heure. On a vu au cours des derniers mois, vous avez lancé une grande séduction, accueilli donc 2800 nouveaux membres. Là. Ça va consister en quoi le sommet jeunesse que vous préparez? Ben, je peux vous dire que le sommet jeunesse sera organisé premièrement en conjonction avec la jeunesse. Ce n'est pas nous autres qui va dire aux jeunes comment. J'ai déjà rencontré des personnes très influentes dans le domaine de la jeunesse qui m'ont fait part des idées qu'ils avaient. Ils vont être impliqués dans ceci. Mais ceci, c'est plus ou moins un modèle que j'ai pris du PDG de Desjardins, qui a organisé il y a à peu près 18 mois un sommet jeunesse au Québec. Puis juste pour bien comprendre. Pour moi, je crois que c'est ça qui est important, de comprendre leurs besoins. Il faut qu'on arrête, même si que je regarde de plus en plus de jeunes qui sortent de l'université, du collège communautaire, qui rentrent à la caisse, qui rentrent chez Uni, puis on va parler à l'intérieur aussi d'Uni. Mais ça va être un sommet où est-ce que les jeunes, pas qu'est-ce qu'on va leur dire, nous autres, on va être à l'écoute, eux autres vont nous dire qu'est-ce qu'ils pensent. Une question? Hi, Alex Johnson with All New Brunswick. I wanted to ask about, with the net loss of 2,800 clients and members, in particular, what impact did Uni see among the businesses that use Uni's services? I think I can say quite easily that on the commercial side, the vast majority of the businesses that we do business with has stayed with us. I'm not saying they've been as happy this year as they've been in the past, but they stuck to us. I mean, we've got about 40 account managers, which is probably just as much or more than any other institution. So we stayed close to them, we accompanied them, we held their hands, and we helped with their finances. So the vast majority of them are still there, and our first 3 months, when I look at the results that are not public yet, our commercial side is growing very well. Thank you. All right, and just to follow up, when it comes to the still to come costs with this transition that are expected over the coming 15 years or so, how much of a burden will that be to bear on Uni's finances? That was all taken into consideration. And the analogy that I would make is that if I buy a $100,000 house, I have money to put down on it, and then I mortgage the rest. And this is what Uni did. Take it into consideration, the revenue that we generate, just like an ordinary person looks at how much payment they can make on a monthly basis. We did the same thing, and we're very comfortable with the decision that we have taken. Thank you. Hi, I'm Suzanne Lapointe with Global News. I can't open my phone without seeing an ad with Monique Poirier talking to me about Uni, asking me to share stories. She has a great voice. She's a great singer. But I'm wondering, how much is this PR campaign costing you? It's all within our budgets. I can guarantee you that. But it's something that every year we have an amount of money that we do on marketing, that we have campaigns, whether it's on mortgages or whatever. And this year we focus most importantly on our members, because our members felt during the first 5 or 6 months after the transition, they felt alone, and we wanted to remind them that Uni is them. Uni is not about, it's them and it's the community. And we thought that by doing Monique, which is well recognized and like you said, has a good voice, that we could remind the members that this organization is yours. It's not us. We work for you. And money-wise, it's all within budget. I understand you have a marketing budget. This is still a crisis PR effort that wouldn't have come about were it not for what happened last summer. So are you able to give me a ballpark figure? No, I won't give you a figure because that's, confidential. But I tell you one thing, though. I mean, the budget that we have, what we did, we took, let's say, we didn't maybe put money as much this year in mutual funds, or in commercial loans, or in other campaigns that we usually had every year.
the focus this year was on membership within the budget that we had for every year. I'm also wondering if you can share how much your legal fees have cost in the legal battle with your former CEO, Robert Moreau. I have absolutely no idea, and I certainly cannot comment on any legal challenges that are going on right now. All right, thank you. Est-ce qu'on a des questions du côté de Teams? Jordan Gill, de CBC. Hello, yes. UNI's annual report said the institution recorded a deficit of $3.7 million last year. How impactful has this deficit been on the credit union operations, and what needs to be done this year to make up for that shortfall from last year? Anyone who operates, whether it's a cooperative or any other business, never like to have a deficit at the end of the year. I think that's pretty basic. But when we look at the last 10 years where there was $200 million profit, and this year there's $3.7 million deficit, I still say Uni is in great shape. We're great with liquidity, great with capital. So I think people should realize, and even though we have some people who say, watch out for Uni, they're in trouble, it's a pile of crock actually, because Uni is in great financial shape, and we're going to continue to grow. We're continuing to service 184,000 members and clients who have stuck with us, and we will be there for them in the future with a very much more profitable years ahead than what we had last year. Our founder, 85 years ago, talked about the two sides of the ledger, and that's the important thing. When we work efficiently and we make money, we have more money to give to the community. And that's what we're going to continue to strive for. Better efficiency and more to the community. That's what a cooperative is all about. Okay, and last year, Mr. Theriault, you said that the transition away from Desjardins led to 8,100 accounts being closed. All these months later, what have the repercussions of those losses been? And how can you give us an idea how many new accounts have been added to make up for those losses? I'm not sure if I got it all, but I think you're talking about amount of members. Eric was clear. We've lost 4,000 members. We've lost $70 million in deposits. Besides that, our capital was affected a little bit by about $1 million. All in all, listen, we're quite fortunate. That's the results that we got. And that's due to the excellent work of our employees, because they stayed there. They took care of the members who were frustrated with a lot of heart, with Uni on their sleeves. And for that, I think our members and us as the leaders of the organization will always be grateful for what the employees did during the most difficult crisis in our history. They carried Uni on top of their arms, and forever grateful we will be. Just want a clarification, because I believe last year you said that it was 8,100 accounts that were closed down, and now it's 4,000 accounts. Does that mean that you added 4,100 accounts after the initial 8,000 accounts were closed? No, I think you have to be, a member can have more than one account. You probably have more than one account. We all have probably different types of accounts. So there's a difference between the accounts and the members. And we decided more and more over the year to consider the members and less of the accounts, because it's a more accurate fact. Because when you close as a member, you take your share out, it means you're not a member no more. And that's what the 4,000 was, why it was mentioned this year. Autre question du côté virtuel? Nicolas Steinbeck. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. La question est pour M. Theriault. De ce que je comprends, il y a un processus en place pour
Vous allez quitter, de ce que je comprends, bientôt, en tout cas durant l'année ou l'année prochaine. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a un processus en place pour vous trouver un remplaçant? J'ai cru comprendre aussi que M. Desjardins quittait ou allait quitter. Est-ce qu'il y a un processus aussi? Bon, ça arrive après une année très turbulente. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les prochaines étapes? C'est quand même important, le PDG et le président du Conseil. Oui, le président du Conseil, il y a un nouveau président qui va être nommé après l'AGA demain par le Conseil d'administration. Et oui, il y a un processus pour le choix d'un nouveau PDG. Puis je ne crois pas qu'il y ait de surprise pour personne. Lorsque je suis arrivé l'année dernière, les gens savaient que c'était transitoire, qu'on allait transitionner vers quelqu'un d'autre. Ils voulaient quelqu'un pour aider à stabiliser, se rapprocher des membres, se rapprocher des employés. Et maintenant, on pense, moi j'ai recommandé, le CA est totalement d'accord, que le temps est arrivé de trouver quelqu'un qui va diriger l'organisation pour les 5-10 prochaines années. Puis, j'ai pleinement confiance non seulement dans le choix du nouveau président, mais j'ai confiance dans le choix que le CA va faire pour trouver un remplaçant, un ou une personne dans les mois à venir. Et comme j'ai dit au début de ma conversation, moi, je vais être là aussi longtemps que le CA va m'avoir besoin. Donc, vous n'avez pas pris de décision, il n'y a pas de date de fin à votre mandat. Est-ce que vous prévoyez quitter en 2024, 2020? J'imagine que vu que c'est annoncé maintenant, ça va se faire à l'intérieur de cette année. Mais d'après moi, et ce que je peux comprendre du CA, ça ne va pas être un processus qui va être fait à la presse, ça va être un processus qui va être bien fait, accompagné par des experts dans le domaine. Et j'ai l'impression, au cours de la prochaine année, au début de l'autre, il va y avoir un nouveau PDG. Et à ce moment-là, le CA va décider de faire ce changement-là. Et moi, personnellement, je pense qu'à un moment donné, il va falloir une nouvelle personne avec un genre de différents skill sets pour propulser UNI dans l'avenir, pour que UNI demeure pertinent pour la communauté acadienne et francophone. Et non seulement là, mais qu'elle puisse jouer un rôle avec la Charte fédérale et une nouvelle technologie un peu partout dans le pays. Autre question via Teams? Jannick Godin. Radio-Canada. Oui, bonjour, M. Thériault, M. Saint-Pierre. Est-ce que le fait que votre départ est imminent, M. Thériault, ça fait en sorte que ça pourrait retarder le plan auquel vous faites allusion, se tourner vers l'avenir, vous parlez de jeunesse, de technologie, ou est-ce qu'il y a déjà un plan que vous avez établi avec votre équipe actuelle qui serait repris par la prochaine personne? Juste que je puisse le dire publiquement, parce que je vois de l'équipe de gestion qui sont là. Ça ne va pas être une vacance mes derniers mois chez UNI. On a des projets, on va travailler et on va continuer à se préparer pour être sûr que UNI est dans une meilleure position lorsque je vais partir que quand je suis arrivé. Et je suis confiant qu'ensemble, on va pouvoir faire ça. Est-ce qu'il y a une question? Je sais qu'on ne veut pas dévoiler. Oui, on ne peut pas toujours dévoiler nos stratégies, évidemment, dans le monde des affaires, mais comment UNI, sur quoi UNI veut compter pour demeurer attrayante pour les épargnants et les nouveaux membres éventuels? Pourquoi? Parce qu'on est Par quoi? Par quoi? Donc, je vais prendre tes paroles. On ne peut pas toujours dévoiler nos stratégies publiquement. Merci. Toujours sur Teams, est-ce qu'on a d'autres questions? On va revenir à la salle. Sinon, on peut avoir des questions un à un par la suite. Le micro? Pas important? Non, c'est juste pour savoir. Les AGA précédentes que j'ai couvertes, une des questions qu'on se posait chaque année, c'est est-ce qu'il y a une ristourne ou est-ce qu'il n'y a pas de ristourne? Il y a eu des années où il n'y en a pas eu. Je pense qu'il y en a eu pour à peu près 5 millions l'année dernière que je voyais dans le rapport. Il n'y en a pas cette année. C'est probablement pas une priorité de penser aux ristournes tout de suite, mais l'année prochaine,
pensez-vous qu'il y aura une ristourne? Bien, il est encore trop tôt, puis je ne veux pas préjuger qu'est-ce que... Ou est-ce que c'est l'objectif? C'est toujours l'objectif. Toujours l'objectif de faire, à la fin, d'offrir le meilleur service financier possible à nos membres, de faire du profit plutôt que des déficits. Et si le profit est grand assez, on peut retourner des ristournes, en plus augmenter notre contribution dans les communautés. C'est toujours notre objectif. Ceci, c'était une mauvaise année financière, mais à la longue, on espère revenir à des ristournes. Est-ce que ça va être l'année prochaine? Un peu trop tôt pour dire. Là-dessus, une petite dernière. Avez-vous une idée de combien d'employés ont quitté Uni depuis la transition? Vous avez parlé des membres, vous avez parlé des fermetures de comptes, c'est des indicateurs intéressants, mais le nombre d'employés ou de membres du personnel qui sont allés ailleurs? Je dirais, là, Pascal, sans voir le chiffre exact, puis je peux te le donner, là, au cours de la dernière année, il y aurait peut-être 100, 150. Puis là, on a des gens qui sont encore en congé, OK? Mais il y a une centaine d'employés qui auraient laissé parce qu'ils se posaient les questions, puis il y avait peut-être des offres d'emploi. Mais la beauté, pareil, ce qui m'a surpris, agréablement surpris, c'est qu'on n'a pas eu, à part que pour une période juste au début de la crise, pas eu de difficulté à recruter des nouveaux employés. L'entente qu'on avait faite avec le collège communautaire, par exemple. Puis ensuite, on parlait avec des étudiants de l'université. Donc, on avait quand même un bon bassin de gens qui voulaient travailler chez nous. Et ça nous a grandement aidé pendant la crise. Si je peux rebondir là-dessus, est-ce que vous diriez dans ce cas-là que vous avez les ressources dont vous avez besoin là, en ce moment avec les employés que vous avez? On a définitivement assez de ressources, même si je suis convaincu qu'il y a tous les gestionnaires ici qui vont dire « Moi, il m'en manque un, il m'en manque deux. » Moi, je dis qu'il y en a assez, là. Mais le gros défi pour l'Uni dans les années à venir, parce qu'il va y avoir des nouveaux secteurs dans le domaine banquier. On parlait du AI, du EI, on parlait d'open banking, on va parler de toutes sortes d'autres choses. Donc, il va falloir s'assurer que soit que nos gens puissent s'adapter à ces besoins-là, paiement, puis bureau de projet, puis toutes sortes d'autres choses, s'adapter à ça. Sinon, il va falloir recruter. Mais le monde... Oh, excuse-moi, Annie. C'est correct. Le monde d'Uni, depuis COVID, le monde de recrutement a changé aussi, parce qu'on a aussi des gens qui travaillent de chez eux, on a des gens qui travaillent dans d'autres provinces, on a des partenariats avec des fournisseurs. Donc, on a peut-être un plus grand bassin qui travaille pour recruter, dois-je dire. Puis ça va continuer, j'ai l'impression. La dernière chose que je veux dire, là, Uni est petit. On est 5 milliards d'actifs dans un monde qui est très, très compétitif. Donc, pour Uni, pour continuer à être pertinent, il va falloir faire des alliances tout au long de notre existence. Puis ça va être important pour nous de garder ça d'une manière beaucoup plus sérieuse, puis voir comment on peut s'approcher de d'autres organisations pour desservir mieux notre population. Je ne sais pas si vous pouvez en parler. Là, vous avez parlé de ne pas dévoiler votre stratégie, mais là, vous avez parlé d'intelligence artificielle à quelques reprises. Est-ce que vous pouvez évoquer un peu ce... Non? OK. Non. Merci bien. Ça va? Teams, ça va? Super. Donc, on peut clôturer cette rencontre. On vous remercie de vous être déplacés. Si vous avez des questions que vous voulez poser un à un, on a l'espace ici pour le faire. Merci.